Tous les délégués ont conscience de la gravité et de l'importance de la situation. Le bureau de la conférence demande à chacun de garder son sang-froid et de conférer à ces débats une sérénité, une grande sérénité du commencement à la fin. Nous sommes au Rassemblement démocratique africain. Nous demandons à chacun d'exposer sa position et de la défendre. Mais il ne faudrait pas oublier qu'aujourd'hui, il n'y a pas une tribune isolée. Que l'écho de toutes les paroles qui seront prononcées ici auront un grand retentissement parce qu'elles se répandront ce soir même dans les airs sur le monde entier. Avant de passer la parole au secrétaire général, le camarade secrétaire politique rapporteur a une brève déclaration à faire. Camarade Idrissa, tu as la parole. Camarades, le débat que nous allons mener mérite d'être situé. Si ceux qui sont à Bamako ont eu l'avantage d'assister aux directives du bureau politique, de savoir que c'est une position du bureau politique que j'ai présentée dans ces rapports, ceux de Bruce ne le savent pas. Et il faudrait que les camarades sachent que la décision qui m'a amené à faire ces rapports, tous les camarades ont participé, tant ceux qui viennent d'arriver de France que ceux qui étaient ici présents à l'époque. Je dis cela pour éviter que les paroles qu'ils vont traduire ici et les positions qu'ils vont vous rapporter, qu'on ne pense pas que c'est leur position personnelle. Je pense qu'en tant que nos envoyés, se rendant à la rencontre d'autres camarades, d'autres territoires, ils nous apportent ici le fruit du compromis qui a pu être réalisé au cours de leur réunion. C'est pour que les camarades ne puissent pas partir d'ici en pensant que c'est une position qu'ils viennent imposer ou défendre. Non, non, non. C'est le fruit d'un compromis qu'ils vont vous apporter dans leur compte rendu. Le camarade Modibo Keïta, secrétaire général, a la parole. Chers camarades, mon exposé comprendra 4 parties. D'abord, le commentaire de la Constitution et le contenu de la communauté. Ensuite, les leçons à tirer du référendum aussi bien en Afrique qu'en métropole. Troisièmement, les résultats de la réunion du bureau du comité de coordination. Et en dernier lieu, les conclusions qu'il faudrait en tirer. Je crois devoir rappeler aux camarades que beaucoup d'entre nous, quelquefois, en lisant la Constitution et en analysant le contenu de la communauté, n'arrivent pas, quelquefois, à nous élever au-dessus de la situation d'éléments colonisés, à nous défaire de ce complexe pour comprendre la véritable signification de la communauté. Avant donc la Constitution et avant la mise en place de la Constitution, quelle était notre situation? Nous avions d'une part la France métropolitaine, ayant toute la plénitude de sa souveraineté, ayant son armée, ayant sa diplomatie toute française, et d'autre part des territoires d'outre-mer intégrés à la République française, apportant par la voix de quelques élus leur opinion sur la politique économique de la République française, sur sa défense nationale, sur la diplomatie de la République française. Par conséquent, d'une part, nous avions donc une nation toute puissante qui avait l'entière souveraineté l'entière prérogative de sa souveraineté, et d'autre part, des territoires d'outre-mer intégrés à la République française. Or, depuis la Constitution, l'armée française n'est plus l'armée française, c'est l'armée de la communauté. Donc c'est un abandon d'une partie de la souveraineté que la République française a consenti pour la communauté. La diplomatie, qui était autrefois la diplomatie française, n'est pas la diplomatie française, elle est la diplomatie de la communauté. Par conséquent, la République française, qui était toute puissante dans sa diplomatie, a fait un abandon d'une partie de sa souveraineté sur le plan de la diplomatie. Et la politique économique et financière, qui était autrefois celle de la République française, n'est plus celle de la République française, mais celle de la communauté. Par conséquent, là encore, dans ce domaine, la République française, la France métropolitaine, a abandonné une partie de ses prérogatives dans ce domaine au profit de la communauté. Donc, nous pouvons dire
qu'à partir de la Constitution, la France, elle aussi, a consenti un abandon d'une partie de sa souveraineté au profit d'un organisme supérieur qu'on appellera les institutions de la communauté. Donc, je pense, ou la France est indépendante, ou elle n'est pas indépendante. S'il faut admettre qu'un abandon d'une partie de sa souveraineté le prive de son indépendance, alors il faudrait tirer la conclusion que la France n'est pas indépendante et que devant elle aussi, eh bien, il y a une étape qu'elle doit parcourir, l'étape de l'indépendance. En ce qui concerne les territoires d'outre-mer, eh bien, la France a sa constitution. Nous aurons notre constitution quand nous serons érigés en État. Nous aurons des institutions comme la France aura ses institutions. Mais nous partons du statut du territoire d'outre-mer intégré à la République française. Nous devenons des États autonomes ayant leurs institutions propres, mais gérant les affaires communes avec la République française, l'ancien pays colonisateur. Donc, si on estime que le statut nouveau que nous avons n'est pas une indépendance dans une communauté, il faudrait conclure que pour la France également, ce n'est pas une indépendance dans la communauté. Donc on pourrait rétorquer, mais est-ce que l'égalité existera dans cette communauté? Eh bien, je dirais, moi, que l'égalité existera dans la mesure où nous-mêmes, nous aurons conscience de notre volonté d'imposer cette égalité. L'égalité existera. Il y a à la fois des avantages dans l'application intégrale de cette égalité, comme il y a des inconvénients dans l'application intégrale de cette égalité. Est-ce que nous accepterons l'égalité intégrale? Je cite un exemple bien précis. Le budget de la communauté devra être alimenté par tous les membres de la communauté. Est-ce que dans ce domaine bien précis, nous pourrons, en tant qu'État du Soudan, et exigeant l'égalité intégrale, apporter à la construction de la communauté, eh bien, les mêmes ressources, les mêmes apports que la République française? Voilà un point bien précis que je souligne à votre méditation. Par conséquent, le point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est qu'il faut que les camarades comprennent que dans cette communauté que nous voulons construire, eh bien, il y a des associés. Une associée qui avait toutes ses prérogatives à part entière et des associés qui n'en avaient pas, c'est-à-dire nous autres. Tandis qu'avec la communauté, eh bien, ce sont des associés, l'ancienne associée à part entière et les nouveaux associés sans part, eh bien, qui entrent dans la communauté à part entière. Eh bien, j'estime que c'est un problème sur lequel il faudra bien réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle nous, du Rassemblement démocratique africain, nous n'avons aucun complexe devant n'importe quel État africain ou devant n'importe quel État européen. Parce que nous attachons plus de valeur aux faits, aux réalités qu'aux mots. Après cette petite mise au point, quelles sont les leçons à tirer du référendum? Le référendum posait deux questions. Oui ou non? Oui, c'est-à-dire on accepte la communauté. Et partant de sa libre détermination, partant de son droit de dire non pour se séparer d'avec la métropole et suivre sa voie, eh bien, on pouvait dire oui, comprenant que des impératifs locaux font que le non présenterait pour l'avenir de nos territoires beaucoup plus d'inconvénients que le oui. Et c'est ainsi que nous avons opté, nous du RDA, pour le oui, parce que nous avons estimé que dans les circonstances actuelles, même les pays qui ont leur pleine souveraineté sont obligés d'aliéner une partie de cette souveraineté au profit d'organismes soit politiques, soit économiques. Et que si nous devions, dans le cours de notre évolution, aliéner une partie de notre indépendance, il faudrait que ce soit au profit d'un organisme dans lequel nous ne nous sentirons pas étrangers et qui trouverait sa force, qui puiserait sa force dans la communauté de culture créée depuis la présence française dans ce pays. Et c'est ainsi que nous avons opté pour le oui. Ceux qui ont opté pour le non,
Par conséquent, qui se sont séparés d'avec la France, d'avec cette communauté de culture, seront obligés d'aliéner une partie de leur indépendance, non pas en association avec un autre État, mais en acceptant les conditions que cet État pourra imposer pour cette association. Le problème ne sera donc pas le même. Pendant que cet État apportera certains avantages à certains États indépendants, ceux-ci, en retour, seront obligés, au profit de l'État qui donne, d'abandonner une partie de leur souveraineté. De sorte que cet abandon de souveraineté se fera sans retour d'un abandon de souveraineté avec l'État avec lequel il serait appelé à composer. C'est ainsi que les territoires se réclamant du RDA, à l'exception d'un seul, se sont prononcés pour le oui, pour la communauté. Et nous avons la conviction que les résultats obtenus en Afrique sont le fait de la prise de position du RDA. Si le RDA, après son analyse, avait opté pour le non, j'ai la conviction que l'Afrique aurait voté non. Or, vous savez qu'il y a 14 millions de oui en métropole contre 17 millions contre 4 millions. 17 millions de oui contre 4 millions de non. De sorte que si l'Afrique avait voté non, donc si les 15 millions avaient voté non, ça ferait donc 19 millions de non et 18 millions et quelques pour le oui. Et on ne se serait pas retrouvé aujourd'hui dans cette salle pour discuter du statut de nos États, parce qu'à ce moment, eh bien, la Constitution actuelle aurait été rejetée et nous nous serions retrouvés au statut de 1946 avec la loi cadre. Et aujourd'hui également, le problème de la Guinée ne se serait pas du tout posé. C'est parce qu'il y a d'autres oui que le non de la Guinée a pu amener la sécession d'avec ce territoire. Mais si le non était généralisé, la Guinée aujourd'hui aurait été un territoire d'outre-mer intégré à la République française. Voilà un détail important que je porte à votre connaissance. Donc nous pouvons dire que le vote du RDA eh bien, a été salutaire, non seulement pour ceux qui ont choisi une autre voie, mais même a jeté les bases du développement politique, économique, social et culturel de l'Afrique. C'est un élément qu'il ne faut pas également minimiser. Et dans cette analyse des leçons à tirer du référendum, nous avons été amenés à analyser l'attitude de l'UGTAN. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, puisque le rapport du secrétaire politique le traite magistralement, mais il y a d'autres côtés du problème que je dois signaler à votre attention. Dans l'analyse que nous avons faite territoire par territoire, qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que dans tous les territoires où la section du RDA représente une force politique valable, eh bien, les travailleurs ont suivi le mot d'ordre de la section territoriale du RDA. C'est ainsi qu'au Dahomey, les syndicats contrôlés par la section RDA du Dahomey s'est associé dès le début à la section RDA du Dahomey, et c'est cette prise de position des syndicats du Dahomey qui a amené le PRA de ce territoire à revenir sur son nom initial et à battre campagne pour le oui. En autre volta, l'Union territoriale s'est prononcée à l'unanimité contre la motion du comité directeur de l'UGTAN et pour le oui. Au Niger, les syndicats des enseignants, contrôlés par notre parti, parce que vous avez au Niger plus de 90% d'instituteurs qui sont à la section RDA du Niger et qui constituent par conséquent la force vive de l'Union territoriale des syndicats du Niger, a entraîné celle-ci sur les positions de la section RDA du Niger, qui cependant n'était ni majoritaire à l'Assemblée territoriale, ni ne contrôlait le gouvernement du Niger. En Côte d'Ivoire, la section locale de l'UGTAN et les autres syndicats se sont prononcés pour le oui.
C'est donc au Soudan et au Soudan seulement que la section territoriale de l'UGTAN, eh bien, s'est braquée et a pris position contre la position politique, contre la position de la section soudanaise du Rassemblement démocratique africain. Et pourquoi cette position? Tandis qu'en Guinée, les travailleurs, la délégation guinéenne qui était venue ici, avaient bien précisé à la conférence que si la conférence décidait de voter oui, eux, travailleurs guinéens, suivraient leur parti politique et voteraient non. Donc, vous voyez que dans le cadre du RDA, les travailleurs ont suivi le mot d'ordre lancé par l'organisation politique apparaissant comme étant la force valable de ce territoire. C'est donc au Soudan, dans le cadre du RDA, que nous nous sommes trouvés en opposition avec les travailleurs. Pourquoi cela? Alors qu'en Haute-Volta, au Niger, au Dahomey, en Guinée, les travailleurs ont pris position en fonction des réalités de chez eux. Certains dirigeants travailleurs de chez nous ont pris position en fonction d'une attitude superficielle prise à Dakar par des irresponsables tels que Cellou Diallo ou bien Alioune Cissé. Et les résultats de Dakar sont là pour donner la mesure de ce qu'il représente à Dakar, grand centre, ville où les travailleurs, n'est-ce pas, sont très nombreux. Donc c'est en fonction de la position artificielle de cela que certains dirigeants du Soudan se sont déterminés. Et également ils se sont déterminés en fonction de l'attitude de leur secrétaire général, je cite Abdoulaye Diallo. Eh bien, Abdoulaye Diallo avait reçu une mission. Quelle était-elle? C'est que même s'il ne parvenait pas à modifier la position fondamentale du Soudan, pour lui, il faudrait qu'il travaille à y mener de l'agitation et du désordre pour nous affaiblir. Et cette déclaration nous a été rapportée par un étudiant de Guinée devant lequel l'entretien a été fait. Et je donne ce renseignement aux camarades syndicalistes dirigeants qui, dans leur aveuglement ou quelquefois même dans leur ignorance des objectifs du syndicat, ont suivi un Abdoulaye Diallo qui aujourd'hui a reçu sa récompense en Guinée, alors que sur le plan Soudan, il se trouve en difficulté, non seulement avec l'Union soudanaise, mais même avec les travailleurs qui voulaient entraîner dans l'aventure. Je pense que ce sera une leçon dont ils s'inspireront pour l'avenir, afin qu'ils n'aient pas à regretter les heures difficiles et graves que le Soudan a traversées. Autre conclusion à tirer des leçons du référendum, ce sont les jeunes. On ne peut pas leur en vouloir. Nous avons tous passé par là et certains d'entre nous sont encore sur ces idées. Ce sont des idées belles, des idées alléchantes, qui voient la vie non pas à travers la réalité, mais plutôt à travers la construction idéale qu'on en fait. Mais entre cette construction idéale, quelquefois lointaine que l'on fait de la vie, et les réalités quotidiennes, il y a tout un chemin qu'il faut parcourir. Et si on parcourt ce chemin sans s'appuyer sur les réalités locales, eh bien on fait ce qu'on appelle des constructions qui sont des vues de l'esprit. C'est le lot de ceux qui n'ont pas pénétré la vie africaine, la masse africaine, qui ont fait leurs études, soit à Métropole ou à Dakar, et qui, revenus, ont servi dans les grands centres, sans aller jusque dans le village, sans aller dans la campagne, afin de connaître la véritable pensée africaine. Par conséquent, nous pensons que pour eux, c'est tout à fait compréhensible, et le meilleur moyen pour éviter tout divorce à l'avenir entre cette masse africaine qui a de la vie une conception différente de celle dont se font nos intellectuels et plus particulièrement nos étudiants, eh bien il y a lieu de trouver une formule pour que nos jeunes se repenchent sur le problème africain, pour qu'ils se replongent dans l'ambiance africaine, pour qu'ils connaissent la vie africaine, pour qu'ils s'en imprègnent, afin que, partant de la source et reposant sur les réalités africaines, ils puissent, dans leur conception idéaliste de la vie, arriver à une formule qui soit en avance sur celle que certains d'entre nous
peuvent être amenés parce que trop préoccupés des réalités matérielles et ne voyant pas quelquefois la nécessité d'associer ces réalités africaines avec des vues plus progressistes, plus en avant, plus poussées, des problèmes. Donc, nos jeunes, et dans certains territoires, les jeunes tels qu'au Sénégal, ont pris position pour le non. Mais là encore, la vérité a été telle que si vous établissez le rapport des forces entre ceux qui sont prononcés pour le oui et ceux qui sont prononcés pour le non, vous comprendrez que le divorce dont je parlais tout à l'heure entre la masse africaine et les couches intellectuelles est excessivement profond. Parce qu'à Dakar, quand vous aviez 44 000 et quelques pour le oui, vous aviez 4 000 et quelques pour le non. Syndicats, jeunes, étudiants, tout cela, éléments dynamiques, ne sont pas arrivés à bousculer la sagesse africaine et à lui faire prendre une attitude qu'elle aurait pu peut-être regretter. Ça doit être une leçon dont nous devons nous inspirer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé que nous, du RDA, nous devons nous féliciter des résultats du référendum en Afrique, parce que nous pouvons dire sans forfanterie que ce résultat est le nôtre, et s'il a été obtenu, c'est grâce à la position courageuse du RDA, malgré que, quelquefois, elle n'ait pas été comprise, mais j'ai la conviction quant à moi, et je garde la foi que l'avenir donnera raison au RDA envers et contre tout. Sur le plan de l'Afrique, par conséquent, nous avons également tiré une conclusion, c'est que lorsque des hommes politiques chargés de guider les masses traitent de tous les problèmes en fonction de leur propre conception, de leur propre compréhension, et se placent, et plutôt placent le reste du pays à leur niveau de compréhension, sans avoir pris la précaution de contrôler s'il n'y a pas un divorce, s'il n'y a pas une surestimation de la capacité de compréhension des masses, eh bien on arrive à se trouver dans des positions fausses qu'ont connues les leaders pras du Dahomey et du Sénégal. Moi je pense honnêtement, si j'avais été à la place des dirigeants du Dahomey, si j'étais à la place d'un Bakary Djibo, si j'étais à la place d'un Dia ou d'un Senghor, eh bien, après le référendum, honnêtement, je me serais écarté. Parce que même si j'ai fini par rallier les masses, eh bien, ce n'est pas spontanément, volontairement, par une analyse saine et objective que j'ai rallié. J'ai été obligé de rallier les masses parce que les masses m'ont désavoué. Et ce désaveu fait obligation à l'homme politique honnête de se retirer, de rentrer les rangs, afin de laisser à d'autres, eh bien, le soin de continuer à mener la barque. Ils ne l'ont pas fait, ce qui prouve par conséquent que ce ne sont pas des leaders politiques honnêtes et que ce sont des gens attachés davantage aux avantages qu'ils peuvent tirer de la situation que des responsabilités qu'ils doivent assumer afin d'amener les peuples dahoméens, nigériens et sénégalais à leur évolution totale. C'est ainsi que des gens qui, au vu aussi de tout le monde, se sont battus pour le non, devant la pression populaire, même pas la pression, mais devant le désaveu des populations, devant l'éclatement de leurs partis politiques, ont été obligés de reconsidérer leur position. Et pour sauver la face, que disent-ils? Ils envoient des messages de félicitations à Sékou pour lui dire qu'ayant choisi des voies différentes, ils finiront par se retrouver dans l'indépendance et dans l'unité africaine. Eh bien, je puis vous assurer que les dirigeants actuels du Dahomey, du Niger et du Sénégal n'arriveront jamais à atteindre leurs objectifs parce que les raisons qui ont fait qu'ils ont été obligés de réviser leur position, les circonstances dans lesquelles ils se sont trouvés placés par suite du désaveu des populations de ces divers territoires, ces circonstances demeurent. Et leur changement, leur conversion ne sera pas leur fait. Leur conversion sera le fait d'éléments extérieurs au Sénégal. Et ces éléments extérieurs
n'agiront pas. C'est la raison pour laquelle, eux, comme toujours, ils continueront à faire de la surenchère, à faire des déclarations démagogiques pour fouetter les syndicats, pour fouetter les jeunes. Mais les problèmes politiques et économiques qui se posent au Sénégal continueront à se poser. Et alors, je tiens à vous le dire, je vous demande de retenir cette date avec beaucoup plus d'acuité que par le passé. Nous en reparlerons. Et c'est ainsi que ces hommes du Prat, désavoués par leur masse, essayent donc, par des déclarations, d'entretenir encore les illusions de leurs jeunes et les fanfaronnades de la direction de l'UGTAN à Dakar. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été amenés, après cet examen de la situation générale, à prendre certaines décisions qui peuvent ne pas être comprises de tout le monde, mais que le bureau du comité de coordination proposera au comité de coordination, parce qu'à l'heure où il faut construire, à l'heure où il faut labourer, semer et pouvoir récolter, ce n'est pas à ce moment qu'il faudra encore se battre pour savoir comment on va labourer et quelle est la semence qu'on va utiliser. Nous avons dépassé ce stade. Nous avons des obligations auxquelles nous devons faire face dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et si ceux du Sénégal, du Dahomey ou du Niger ou d'ailleurs peuvent encore se nourrir de déclarations et de mots et de formules, nous, au-delà des formules, nous préférons les faits, nous préférons les réalités. Et c'est pourquoi le bureau du comité de coordination, compte tenu même des leçons qu'il a pu tirer du référendum en métropole, après 6 jours de débats passionnés, houleux, a été amené à cette conclusion que je vous rapporterai tout à l'heure. Après l'Afrique, nous avons examiné la situation créée en métropole par le référendum. Vous savez que les pronostics les plus optimistes prévoyaient 67% de suffrages pour le oui et 37% de suffrages pour le non. Prévoyaient également une majorité de non dans la Seine, particulièrement à Paris, en raison de la forte densité de la population prolétarienne et de la force qu'on attribuait au Parti communiste dans ces circonscriptions. Et l'on disait que le oui en France passera de justesse, et vous savez vous-même quel est le rapport des forces. En France, quels sont les éléments qui ont prévalu? Évidemment, vous avez certains leaders métropolitains, vous avez certains hommes politiques métropolitains auxquels le prestige du général de Gaulle porte ombrage, parce que quel que soit le développement politique d'un pays, les hommes sont ce qu'ils sont, c'est une réalité avec laquelle il faut tenir compte. Et bien souvent, quand vous avez 100 hommes qui vous parlent d'idéal et d'idéologie, ils conçoivent cet idéal et cette idéologie à travers la sauvegarde de leurs intérêts personnels d'abord et ensuite des intérêts généraux ensuite. C'est ainsi que vous avez certains hommes politiques métropolitains qui, dans leur prise de position contre le référendum, donnent certaines explications. Par exemple, que la Constitution crée le pouvoir personnel, qu'il est impensable qu'un parlementaire ne puisse pas conserver son mandat tout en étant ministre. Eh bien, ceux-là qui ont pris position, quand ils dénoncent la transformation possible, quand ils dénoncent, n'est-ce pas, l'institution possible du pouvoir personnel, c'est qu'ils savent que l'autorité morale du général de Gaulle est telle qu'en face de cette autorité morale, aucune autorité politique ne peut tenir. Et que ce prestige, le prestige du général de Gaulle, eh bien, placera dans l'attente et dans l'obscurité leur prestige personnel, juste au moment où certains d'entre eux émergeaient et étaient en voie de devenir des leaders politiques
au point que déjà on voyait certains comme président du Conseil. De telle sorte que ces prises de position, quand on les analyse, les arguments employés sont d'une faiblesse pitoyable. Quant à ceux qui disent qu'il est impensable qu'on ne puisse pas concilier à la fois les responsabilités d'un portefeuille ministériel et les responsabilités et plutôt le mandat parlementaire, il est facile, quand un député peut être ministre et en même temps garder son mandat, de jouer à l'Assemblée nationale, de provoquer des crises parce qu'il y a la nostalgie du pouvoir dont certains ne peuvent pas se guérir. En métropole, à l'Assemblée nationale, sur 500 et quelques, vous avez plus de 300 anciens ministres et secrétaires d'État. C'est ce qui fait que les crises sont multiples, parce que ceux qui ont été déjà ministres ont la nostalgie du portefeuille. Et ceux qui ne l'ont pas été se demandent quels avantages on peut en tirer, à tel point que certains hommes se battent comme des enragés pour avoir des responsabilités ministérielles. C'est donc cette ambiance qui a fait que pendant la 4e République, la France n'a pas pu avoir un gouvernement stable. Et vous savez que lorsqu'un pouvoir gère dans l'indécision, et ce n'est pas seulement un pouvoir, c'est applicable à toute institution, lorsqu'une institution qui doit avoir une portée dynamique, qui doit avoir une action, eh bien, si cette autorité travaille dans l'indécision, travaille dans l'attente de se voir ou remplacer ou bien remanier, eh bien, elle ne se donne pas à sa tâche avec la même foi, avec la même ardeur, parce qu'elle se dit, les belles idées que je lance, les belles formules que je préconise, est-ce que j'aurai le temps de les mettre en pratique? À quoi bon? Et ainsi, il fait de la simple administration. De sorte que pendant 12 ans, la France n'a pas été gouvernée, elle a été simplement administrée. Et nous le constatons même sur le plan de nos territoires. C'est la raison pour laquelle certains ont voté contre la Constitution, parce que, étant députés, ils ne pourront pas être ministres à moins qu'ils donnent leur démission comme députés. Ce serait une bonne chose. Mais, malgré par conséquent les prises de position de certains hommes de la gauche, tels que les Mitterrand, les Manès France, et de certains socialistes, et malgré la mobilisation des forces, des couches contrôlées par le Parti communiste, eh bien, le référendum a eu le résultat que vous connaissez, et aucun parti politique n'a gardé son homogénéité. Tous les partis politiques ont éclaté, et à l'heure actuelle, on assiste à quoi? Eh bien, à des reconstitutions de morceaux de la SFIO, du Parti radical, de l'UDSR, pour essayer de créer une union démocratique de gauche, alors que les partis du centre essayent de raccommoder leurs morceaux pour constituer un parti du centre, et que la droite, elle, est restée presque homogène face au référendum. Et même le Parti communiste n'a pas échappé à l'effet de la campagne pour le référendum, parce qu'il a perdu 1 million d'électeurs qui ont voté oui, malgré le mot d'ordre lancé par le Parti communiste de voter non. Vous voyez que lorsqu'on se trouve en face d'une telle situation, qui fait qu'à l'heure actuelle, la France s'est retrouvée, a retrouvé son équilibre politique, et que le peuple de France a eu confiance en lui-même, à tel point que, il y a seulement quelques semaines, on parlait d'inflation et de crise. Eh bien, aujourd'hui, la situation économique est telle que le gouvernement a été amené de rabaisser les taux d'escompte à 4,5%. C'est le premier exemple en Europe. Si nous faisons abstraction du cas de l'Allemagne depuis la fin de la guerre. Or, il a fallu combien de temps? Du 13 mai au 28 septembre. D'autre part, l'analyse du référendum dans les territoires a été faite compte tenu de la position de la Guinée, des déclarations du Dahomey du Niger et également de nos positions dans divers territoires. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que les oui de certains territoires ne sont pas loin du nom de la Guinée, et que dans ces conditions, pourquoi la France accepterait-elle
de s'engager dans une communauté, d'aliéner une partie de son indépendance au profit d'une communauté qui demain devra se disloquer. Pourquoi la France accepterait-elle dans ces conditions de s'engager dans un relèvement économique des pays qui ont voté oui, si demain ces pays devaient se séparer d'elle, alors que à travers cette communauté, elle voyait le développement harmonieux et de ces populations et des populations d'outre-mer, afin que dans cette évolution progressive, des formules puissent être trouvées qui sauvegardent à la fois le prestige, les intérêts, les libertés des divers associés. Donc, il fallait, à la lumière de cet état d'esprit qui se développait et qui disait par exemple, le Sénat fédéral, il est inutile qu'on lui donne beaucoup de pouvoir, qu'il reste, que ce soit simplement un simple organisme qui existera pour la forme et qui sera consultatif. Le Conseil exécutif, il est inutile que la France fasse abandon de sa souveraineté. Il vaudrait donc mieux dès maintenant que l'on se sépare et que chacun suive sa voie, parce que même en France, nous avons encore des problèmes qui se posent et que nous connaissons. J'ai eu à parcourir bien des régions de la France. Vous avez encore des régions où vous avez des cases en banco, couvertes de paille, donc des chaumières, des fermes en chaume. Vous avez encore des communes où il n'y a pas l'eau courante, où il n'y a pas l'électricité. Et les Français se disent, au lieu de nous orienter vers l'extérieur, alors que nous sommes insultés et que nos efforts sont méconnus, pourquoi ne pas nous replier sur nous-mêmes afin d'accélérer le développement de nos régions sous-développées? La Suisse, l'Allemagne, l'Italie, la Hollande n'ont pas de territoire d'outre-mer et cependant, pour autant, leur économie n'en a pas souffert. Voilà une tendance qui s'est développée. Et même dans les milieux gouvernementaux et dans les milieux parlementaires. Or, en fonction de quels éléments nous avons adhéré à la communauté? Je vous ai donné une raison, c'est qu'à l'heure actuelle, l'indépendance intégrale n'existe pas. Le rapporteur a signalé quelques exemples, je vous en apporte quelques-uns qui sont plus récents. C'est le conflit actuel entre la Tunisie et la Ligue arabe à travers Nasser. La dernière déclaration de Bourguiba prouve bien que sa prise de position a été plutôt fonction de la sauvegarde de ses intérêts économiques avec ses relations avec l'Amérique, plutôt que les préoccupations de la sauvegarde de l'unité arabe. Par conséquent, un pays arabe, la Tunisie, n'a pas hésité d'abord à accepter des facilités aux pays qui combattent notre peuple arabe, je parle de la France et d'Algérie, et ensuite n'a pas hésité à rompre l'unité arabe pour sauvegarder ses intérêts d'État tunisien. Donc, est-ce que la Tunisie peut dire qu'elle est indépendante, qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut? Sur le plan international, vous venez de voir qu'elle a été obligée de modifier le courant de ses alliances. C'est la raison pour laquelle nous vous disons que l'indépendance intégrale n'existe pas. Vous avez Dieu qui a fait les choses, vous avez certains pays qui ont devant eux plusieurs siècles de souveraineté et qui sont arrivés à monopoliser les ressources. C'est une réalité dont il faut tenir compte. Et que ce soit en Afrique ou en Asie ou en Amérique, les pays naissants sont obligés de compter avec cette réalité. Et qu'ils le veuillent ou non, eh bien de passer par la volonté de ces pays. Donc, à quoi bon faire comme l'Autriche, se mettre la tête sous l'aile, se griser de formules, alors que tôt ou tard, on finira par accepter avec une tierce personne, quelquefois à des conditions plus humiliantes, ce que honnêtement et loyalement
on a refusé à un pays qui lui aussi accepte de donner, d'abandonner une partie de sa souveraineté pour qu'on construise un ensemble. Voilà le problème tel qu'il se pose clairement, sans sentimentalité, avec l'objectivité la plus totale. Je disais qu'il y a un autre courant qui circulait. Certains se disent la France a plusieurs siècles de civilisation devant elle. Alors que dans cette communauté, sa politique étrangère, sa diplomatie, sa politique économique, sa défense pourront être orientées par des peuples qui n'ont pas encore réalisé la maturité politique nécessaire et qui sont plutôt affectifs qu'objectifs. Cela veut dire que nous, Africains, nous sommes plus portés sur les manifestations sentimentales, qu'elles soient actives ou verbales, que sur un examen objectif, raisonné, froid des problèmes. Il faudrait que nous nous corrigions, parce qu'au siècle où nous sommes, les sentiments ne comptent plus. Ce qui compte, ce sont les intérêts. C'est donnant, donnant. Il n'y a pas d'alliance quelconque qui tienne. Il n'y a aucune alliance sentimentale à l'heure actuelle dans le monde. Toutes les alliances, quelles qu'elles soient, se font en raison des intérêts des uns et des autres. Donc, grande inquiétude sur l'avenir de la communauté. Et nous avons accepté d'adhérer à la communauté. Pour quelle raison? Je vous en cite une seconde. Pendant la campagne, vous avez dû suivre les propos, les arguments que nous avons avancés. Le camarade Idrissa en a parlé. L'unité territoriale sur le plan du Soudan n'est pas encore réalisée. Même l'unité au sein de l'Union soudanaise n'est pas réalisée. Or, cette famille que nous avons créée dans les souffrances et dans le sang, nous ne sommes pas arrivés à créer l'unité au sein de ce parti. Encore dans certaines régions, entre les camarades, vous avez ceux qu'on considère comme étrangers et ceux qu'on considère comme autochtones. À l'heure actuelle, la bataille n'est plus engagée entre adversaires politiques du RDA et RDA, mais la bataille est engagée entre éléments autochtones et éléments étrangers, tous se réclamant du même parti. Alors, quand dans un même parti, on n'est pas encore arrivé à réaliser cette unité, quand dans un même cercle, les enfants d'un même territoire qu'on appelle le Soudan se discriminent en étrangers et en autochtones, faut-il se voiler ces réalités et faire le saut dans l'inconnu? Certains d'autres peuvent le faire. Mais tant que nous aurons le bureau politique, la direction de l'Union soudanaise, nous n'accepterons pas ce saut dans l'inconnu. Mais soyez convaincus que nous ne ferons pas, nous, comme les Apiti, les Dia et les Senghor, rester à la tête d'une barque dont moralement vous n'êtes plus les guides. Une autre raison. Je vous ai démontré tout à l'heure que sur le plan du parti, où cependant nous devions retrouver en dehors des diverses tendances qui peuvent exister, je ne parle pas de cela. Mais dans les cercles, dans les villes, dans les régions où la discrimination commence à s'établir entre étrangers et autochtones, et cependant, dans certaines régions, ce ne sont pas les autochtones qui ont mené la bataille pour asseoir le parti dans certains cercles. Ce sont les étrangers qui, quelquefois, au risque de leur vie, ce sont quelquefois les étrangers qui, au risque de leur vie, ont accepté la bataille pour libérer les peuples du cercle, alors que les autochtones, à ce moment, étaient dans notre cercle, et à peine s'ils acceptaient de venir en congé, alors que la lutte était dure. Donc, au lieu de regarder haut, plus loin, regardons d'abord à nos pieds, luttons contre cette tendance de discrimination, contre cet élément de désagrégation que par ambition, malgré les décisions du Congrès, on essaye encore de créer dans certaines régions et de créer au Soudan. Réalisons d'abord l'unité politique dans notre territoire. Et c'est sur cette unité politique que nous nous appuierons, dont nous nous servirons pour ensuite faire face aux autres et réaliser l'unité africaine telle que nous la souhaitions.
sur le plan du territoire même. Est-ce que l'unité territoriale existe? Je me souviens encore de certaines interventions au Congrès, quand les camarades s'élèvent contre le fait que la direction politique fait élire dans leur cercle des camarades, des responsables qui ont fait leurs preuves pendant 12 ans. Est-ce qu'on peut comprendre cela quand on parle de territoire, d'État, de nation? En France, ça ne se pose pas. Monnerville n'est pas de la France. Mais il a été élu comme sénateur. Et le président du Conseil général d'un département dont il n'est pas originaire. Vous suivrez les listes des candidats. Vous verrez que des hommes du Nord iront se présenter dans le Midi. Des hommes de l'Est iront se présenter à l'Ouest. Eux, ils ont réalisé l'unité nationale. Nous le disons, nous lançons des formules, mais chacun de nous, au fond de lui-même, n'est pas encore arrivé à se dominer, à dominer son ambition pour tuer en lui cette soif de responsabilité et de mandat qui fait qu'à l'heure actuelle, au moment où nous avons besoin de mobiliser toutes nos forces pour réaliser l'unité territoriale, ce sont ceux-là même qui lancent la formule, qui sont les premiers à mettre en échec cette tentative. Donc, on conçoit difficilement que nous fassions élire à Sikasso quelqu'un de Bamako, qu'on impose à Ségou un candidat de Caille, qu'on impose à Nyoro un candidat de Sang, qu'on impose à Banyangara un candidat de Gao. Eh bien, si vous n'arrivez pas à vous dominer, et ce ne sont pas les masses qui posent le problème, ce ne sont pas les masses ne sont pas régionalistes, ce sont les intellectuels qui posent ce problème. Eh bien, tant que vous n'arriverez pas à vous dominer, à vous imposer cette formule qui fait que moi je me sentirai à l'aise sur une liste à Gao et que quelqu'un de Sikasso se sentirait à l'aise sur une liste à Caille, eh bien, toutes les formules que vous lancerez ne seraient que de la surenchère démagogique pour entretenir chez vous un intellectualisme qui ne répond pas aux réalités profondes de votre cœur. Donc, au sein du parti, pas d'unité. Au sein du territoire, pas d'unité. Et cependant, tous, nous parlons d'unité. Il s'agit de savoir qui nous voulons tromper. S'il s'agit d'un slogan qui flatte notre amour propre de coloniser, ou alors si vraiment nous sommes sincères. Et si nous sommes sincères, nous devons le manifester dans notre comportement quotidien et dans les problèmes de tous les jours. C'est compte tenu donc du deuxième élément, le manque d'unité, que le Soudan a été amené à voter oui. Le troisième point, ce sont les réalités économiques qui sont là. Mais je vous dirais, s'il n'y avait pas de problème de vente des produits, si nous ne recevions pas des demandes d'emploi, si nous ne recevions pas des demandes de prêt, si chacun, stoïquement, en raison de la force et de la beauté des idées, pouvait se contenter de ce qu'il a, ou bien pouvait se contenter de l'air, de vivre avec l'air, eh bien, nous aurions voté plus que le non. Mais en face des idées et des slogans, il y a la réalité quotidienne qui s'impose à chacun d'entre nous, et plus particulièrement à ceux que les circonstances n'ont pas favorisés, au point qu'ils puissent avoir un moyen de faire face aux besoins de leur famille et à leurs propres besoins. Nous avons tous ces problèmes. Ce n'est pas nous qui allons les résoudre. Nous venons de recevoir Nabiyullah, revenant de Conakry. Eh bien, c'est un exemple qui doit donner à réfléchir. Se lancer à l'aventure, faire le saut dans l'inconnu sans avoir prospecté cet inconnu à la lumière des réalités, je pense que c'est un crime. Et peut-être
eu égard aux responsabilités que le RDA a vis-à-vis du peuple guinéen, auquel il a imposé avec sa complicité un homme, pourrait être amené à revoir le problème. Un problème douloureux. Mais l'examen de ce problème ne devrait pas compromettre également les raisons profondes pour lesquelles nous avons choisi une autre voie. Nabiyullah était à Conakry, nous l'avons vu l'autre jour. Il est chargé de mission, mais par avance il sait qu'il va à l'échec. C'est douloureux et pénible. Et tout ce que nous pouvons souhaiter, eh bien, c'est que le peuple de Guinée ne paye pas les erreurs d'une heure de ses dirigeants. Et hélas, tout laisse prévoir qui va le payer, et qui va le payer très chèrement. Voilà une autre réalité qui a été à la base de notre prise de position. Et la dernière, c'est en fonction d'un proverbe que la sagesse soudanaise utilise souvent. Quand on veut laisser abandonner un vieux pantalon pour un neuf, il faut s'assurer si le neuf vous ira mieux que le vieux. C'est la sagesse soudanaise, c'est la sagesse de nos vieux qui s'exprime par cette voix et qui veut dire, au lieu de changer une alliance contre une autre, il faut d'abord se rendre compte si la nouvelle amitié vous sera plus salutaire que l'ancienne. Et le dernier élément, c'est que plus que tous les autres territoires, le Soudan a des problèmes particuliers qui font que ce soit seul ou bien dans un ensemble africain qu'il ne pourrait pas résoudre de lui-même. Il y a des problèmes économiques, mais il y a des problèmes politiques. À l'heure actuelle, vous avez une tendance qui cherche à séparer les nomades des Noirs. Et cette tendance trouve sa source non seulement au Soudan, mais même chez certains de nos voisins qui ont la nostalgie du rassemblement des Blancs. Vous voyez l'étendue du Soudan. Vous voyez les conséquences d'un non pour le Soudan. Le Soudan qui est 5 fois aussi vaste, plus vaste que la France, où pour aller de Sikasso à Gao, en certaines saisons, il faut au moins 1 mois. Si nous devions par nos propres moyens assurer la sécurité de notre territoire, eh bien je crois que nous aurions suffisamment de problèmes à résoudre. Parce que, dites-vous bien qu'un mouvement séditieux, il n'y a rien de plus contagieux que le mouvement séditieux. Un exemple tout récent qui doit être pour vous une leçon. La Haute-Volta. Hier, l'Assemblée territoriale de la Haute-Volta devait se réunir pour élire son conseil de gouvernement. Mais elle a été obligée de suspendre ses travaux parce que le Moronaba et 300 guerriers ont fait irruption dans la salle afin d'imposer à l'Assemblée, eh bien, une monarchie constitutionnelle. Eh bien, vous voyez la situation ainsi créée à nos camarades de Haute-Volta, situation qu'on pourra exploiter de diverses manières, et quant à moi, j'ai la conviction que le Moronaba n'a pas agi seul. Il doit avoir des conseillers et des appuis. Et on tend à quoi faire? À donner la preuve que nous, Africains, nous sommes incapables de nous administrer et que laisser entre nous-mêmes, eh bien, les anciennes rivalités vont ressurgir et semer le désordre dans le pays. Voilà un exemple dont nous devons nous inspirer. Nous avons ensuite, au cours de notre réunion du bureau de comité de coordination, examiner la situation particulière de chaque territoire, de chaque section.
le RDA, fondamentalement, est pour la réalisation de l'unité africaine. Et je sais qu'à cet égard, certaines rumeurs courent ou bien continuent à courir à travers la ville. Mais ce que je souhaiterais, c'est que les bruits qu'on fait courir de bouche à oreille, qu'on ait le courage et l'honnêteté de le dire et qu'on s'en explique. Nous ne sommes à la remorque de personne et j'ai eu l'occasion de le préciser au Congrès. Ma position a toujours été et demeure sauver le RDA. Parce que si chaque territoire devait prendre sa liberté sur le plan politique, comment pourrions-nous, dans les oppositions politiques, arriver à réaliser l'unité? C'est un non-sens et un contresens. Comment voulez-vous que des gens qui, sur le plan politique, sont opposés et que chacun d'eux cherche à s'enlever, eh bien, la clientèle puisse réaliser l'unité? Ce n'est pas possible. Chacun concevra l'unité en fonction des perspectives heureuses que lui peut en tirer pour son parti, pour son mouvement. Et dans ces conditions, chacun prendra des positions démagogiques ou bien créera des difficultés à tel voisin pour susciter des difficultés, afin de pouvoir exploiter sur le plan politique en raison de l'existence de sa section dans ce territoire. D'autre part, l'unité que nous devons réaliser, nous ne pouvons la réaliser que dans l'unité des objectifs, que ce soit sur le plan politique pur partisan, que ce soit sur le plan politique général. Or, honnêtement, je pense que si on est un homme politique et si on a le sens de la politique, quand on a des objectifs immédiats à réaliser et que la réalisation de ces objectifs immédiats peut vous permettre la réalisation d'objectifs lointains, mais que si, dans l'immédiat, au lieu de réaliser les objectifs immédiats, par verbalisme ou bien par goût de la littérature, on disserte sur les objectifs lointains et que cette dissertation peut compromettre les objectifs immédiats, eh bien j'ai dit qu'on n'est pas un homme politique. On est simplement un verbalisateur. Or, la Constitution offre à chaque nouvel État la possibilité de s'en aller. Le Soudan a voté oui le 28 septembre. Si le Soudan veut dans un mois, dans un an, dans 2 ans, il peut s'en aller. Mais alors il faudrait que les raisons qui ont fait que le 28 septembre il a voté oui ne soient plus du domaine des réalités. C'est là, c'est dans cette appréciation des objectifs qu'on fait la discrimination entre ceux qui vivent les réalités et ceux qui se contentent de formules. Il ne s'agira pas de dire dans 2 ans, dans 3 ans, nous voulons la sécession, nous voulons notre indépendance intégrale et ensuite nous examinerons les conditions d'une association quelconque avec la métropole. Il faudra se demander si pendant les 3 ans, les problèmes qui se posent à vous et qui aujourd'hui ont fait que vous avez opté pour le oui, si pendant les 3 ans vous êtes arrivé à les résoudre. À moins alors que votre partenaire soit dénué de bon sens et d'intelligence, dire à quelqu'un, je m'associe avec toi, je veux que tu m'aides à construire ma maison pour que demain je te dise d'en sortir. Voilà ce que dit un diable. Voilà ce que dit un appétit. Et voilà ce que nous refusons à dire parce que nous trouvons qu'honnêtement, quand un pays comme la France accepte de faire abandon d'une partie de sa souveraineté et de mettre en commun certaines affaires
qu'elle gère avec nous. Eh bien, si dans cette communauté, nous trouvons l'expression entière et complète de notre souveraineté, si nous y trouvons le libre exercice de nos libertés, et si nos populations, celles qui nous ont fait confiance, y trouvent leur compte, pourquoi poserions-nous un autre problème? Nous n'avons pas besoin d'ailleurs de le poser. Il est tout posé. Vis-à-vis de la France, il n'y a plus de revendications politiques. Toute revendication politique trouve sa solution chez vous-même. Le jour où vous aurez résolu vos problèmes, où vous aurez la possibilité d'aller à la sécession, vous pouvez aller à la sécession. Aucune déclaration, aucune constitution, même celle que nous ferons, eh bien, ne saurait vous en empêcher. Donc, je demande aux camarades de se défaire du complexe et de croire qu'à tout moment, dans cette communauté, c'est le colonisé qui est en face de lui, le colonisateur. Non! En face de nous, nous avons notre associé, qui, lui aussi, a la possibilité de dire « Je me sépare de vous ». Si cet associé constate que l'association lui porte plus de désagréments que d'avantages, eh bien, lui aussi, en raison de son droit à la libre détermination et en raison de son droit de séparation, peut lui aussi demander la séparation. Donc, ce n'est pas une position unilatérale. Il ne faudrait donc pas que nos camarades posent cela comme un problème essentiel, comme un problème de revendication. C'est un droit qui est reconnu à tous les membres de la communauté, la France comprise. Nous avons examiné la situation de l'AEF. Moyen Congo. Nous avons 23 conseillers territoriaux sur 45, 22 qui nous sont hostiles et qui sont au MSA, filiale de la CFU. Mais depuis 3 mois, nous nous battons pour que l'Assemblée territoriale puisse être convoquée afin que le gouvernement puisse être remanié. Eh bien, ça fait 3 mois que le président de l'Assemblée se balade et qu'on n'arrive pas à obtenir de lui la convocation de l'Assemblée territoriale. Et cependant, le gouverneur a été mis au courant, mis au pied du mur. Donc, Moyen Congo, situation fragile. Au Gabon, la section du Gabon elle-même nous a déclaré que dans les circonstances actuelles, le renouvellement des assemblées pourrait lui porter un grave préjudice et qu'elle demande que l'assemblée ne soit pas renouvelée parce que sa situation n'est pas très ferme. Le Moyen Congo a eu la même position. Au Tchad, le camarade de Lisette, en intellectuel, a fait une certaine association avec d'autres partis politiques et il était arrivé à une majorité assez appréciable, mais majorité qui manquait d'homogénéité et qui est en train de se désagréger. Lui aussi, il n'est pas pour aller à de nouvelles élections, situation précaire. Quant à Nubangi Chari, notre section est symbolique parce que le camarade qui devait être le président du Grand Conseil et qui aurait pu, par cette responsabilité, apporter un point